Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière qui était un blind test que j'avais tourné justement dans ce cadre-là. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 123 de l'attaque des titans. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Bon, comment vous dire que j'ai kiffé ce chapitre et en même temps je suis un peu déçu parce qu'on s'approche de la fin, on le sent de plus en plus, on le savait, mais c'est vrai que bah voilà, là on voit la conclusion arriver. On sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est de plus en plus intéressant. Et une dualité est en train de naître sous nos yeux, même si depuis le départ, on s'en doutait un peu. Là, c'est enfin le cas. Alors, je vous explique ça dans le reste de la vidéo, mais donc on se retrouve avec ce début de chapitre qui consiste tout simplement en un flashback ultra intéressant qui nous permet de comprendre ce qui a pu se passer durant l'énorme ellipse que l'on a eue entre justement la fin de la conquête de l'extérieur des murs et puis l'infiltration des reines sur Liberio. Au final, là, on sait que nos personnages se sont déjà rendus tous auparavant, avant qu'Eren s'infiltre sur Liberio, et sont allés voir les Azumabito. Alors, plusieurs choses se sont produites. Déjà, pas mal de petites choses assez marrantes quand tu les vois en tant que touriste. Sacha et les autres qui se retrouvent à ne pas savoir ce qu'est une voiture, à découvrir la glace et tout ça. J'ai trouvé ça extrêmement sympa comme flashback. Et puis on a également les réflexions de Mikasa sur la manière dont elle a agi et puis sur la manière dont elle a pu répondre à Eren sur une certaine question qui d'ailleurs m'a pas mal intrigué. Alors pour débriefer vite fait de cette partie-là, eh bien tout simplement au départ, comme je le disais, nos personnages vont se rendre sur Liberio, vont se retrouver en tant que touristes tout simplement, mais vont essayer de ne pas se faire griller par les autres que ce sont des Eldiens insulaires parce qu'ils ne sont pas bien vus du tout. Donc il se balade, il découvre ce qu'est une voiture, il pense que c'est un animal tout simplement, ce qui était extrêmement drôle comme scène d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié. On a également le fait que Mikasa découvre la crème glacée, mais que en fond, on voit effectivement que Eren, déjà à ce moment-là, ça n'allait pas. Et la manière dont c'est raconté, c'est-à-dire nous montrer ce flashback après être au courant du fait que Eren était déjà au courant de tout ce qu'il allait produire par la suite, ben je sais pas si c'était le meilleur choix en fait. Enfin, en tout cas, en termes d'intrigue et de questions, j'aurais préféré que ça se fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ait ce flashback un peu avant, donc qu'on se rende compte que Eren allait se rendre compte de ce qui va se passer après, mais nous, en tant que lecteur, on ne sait pas, donc on se dit mais comment ça, il va se passer des trucs par la suite, comment ça, il va leur arriver des trucs ensuite. Voilà, j'aurais peut-être trouvé dans ce sens-là plus intéressant et encore plus intriguant. Après, effectivement, le risque, c'est de nous mettre tout de suite sur la voie du fait que Eren est au courant du futur et qu'il y a un truc qui va pas. Mais bon, en tout cas, j'aurais peut-être préféré l'autre sens, mais ça reste très bien fait de cette manière-là. Et puis, bah, comme je vous le disais, on voit qu'Eren, tout au long de ce flashback, nous montre dans son comportement, dans la manière de répondre aux questions des autres, qu'il est au courant de ce qui va se passer et que finalement, lui, il est déjà dans la processus de création de son plan et de ce qu'il compte faire par la suite. Puis ensuite vient une discussion avec les Azumabito que j'ai pas trouvé exceptionnelle, en tout cas en termes d'informations. De ce que j'ai retenu, on apprend juste que eh bien, les Eldiens se sont dispatchés, en tout cas, oui, la lignée eldienne s'est dispatchée au quinte coin du globe, que finalement, ils sont même... Enfin, ses descendants eldiens, c'est plutôt ces métis eldiens et autres peuples, je sais pas, peut-être des Mars, peut-être autre chose, sont chassés. Bon, c'est pas quelque chose qui me surprend, c'est quelque chose qui paraissait un peu induit dans tout le reste de l'histoire. Enfin, je me doutais qu'il y avait ce genre d'Eldiens qui en fait étaient des Eldiens métis et tout ça. Bon, maintenant qu'ils soient chassés et qu'il y ait des tests sanguins pour retrouver si telle ou telle personne est un Eldien, effectivement, ça je m'en serais pas douté. Mais bon, c'était pas le plus important du chapitre. En tout cas pour moi, je pense que ça avait quand même son importance parce que c'était vachement bien d'avant. Mais bon voilà, j'ai pas relevé plus de choses là-dessus. En revanche, ce qui m'a intrigué, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette fameuse question qu'Eren pose à Mikasa au moment où justement ils sont en entretien avec les Azumabito, qu'Eren s'éclipse et qui se retrouve devant cette famille de migrants où l'enfant avait auparavant volé la bourse, je crois que c'était de Sacha, enfin bon voilà, un petit truc à la con, et puis ensuite il a volé celle de Levi. Encore une fois, des scènes que j'ai trouvées très marquantes, enfin marquantes peut-être pas, mais drôles, et puis ça faisait ressortir aussi le caractère de chacun de nos personnages. Comme Levi, on sait qu'il a grandi dans la misère, qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et puis de le voir justement prendre en pitié quelqu'un qui a volé une bourse et tout ça, parce que
on sait son passé, on sait que c'était la même chose et qu'il avait grandi dans les bas-fonds de l'île du paradis, donc c'était vraiment très très cool de voir ça. Et puis après, comme je vous le disais, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, la fameuse question qu'Eren pose à Mikasa et puis la remarque de Mikasa ensuite par rapport à ce flashback que j'ai trouvé intéressante, mais qui m'apporte plus de questions que je n'ai de réponses au final. Après, bon, je pense que plein de gens ont déjà compris, mais moi, forcément, bah, j'ai pas toujours tout compris. L'idée, c'est que la question d'Eren était bah, face à Mikasa et il lui demande tout simplement pourquoi est-ce que tu tiens autant à moi? Est-ce que c'est parce que je t'ai sauvé quand on était petit ou est-ce que c'est parce que je suis ta famille, en gros? Et Mikasa dit clairement que, enfin, lui répond que c'est parce que c'est sa famille. Et puis Eren, bon voilà, pas très content de la réponse, on dirait à son visage. Mais c'est surtout la phrase de Mikasa, la remarque de Mikasa par rapport à ça, en disant que si elle avait répondu autre chose, peut-être que tout aurait changé, peut-être que tout aurait été différent à ce moment-là. Et c'est là que je trouve ça fort parce que je me pose la question finalement de pourquoi ça aurait pu tout changer. Parce que cette phrase n'a pas aucun sens. C'est ok le point de vue de Mikasa, mais si elle le dit, c'est parce que c'est effectivement le cas et que cette réponse a effectivement induit ce qui se passe par la suite. Mais alors, pourquoi si elle avait répondu, par exemple, qu'elle était autant attachée à Eren et qu'elle se souciait autant d'Eren, c'est juste parce qu'il l'avait sauvée quand elle était petite? Pourquoi si elle avait dit ça, ça aurait changé la manière de penser d'Eren? Est-ce que, bon, effectivement, en fait, ça n'a aucun impact et c'est juste les pensées de Mikasa qui ressurgissent, mais je pense que ça a vraiment un sens et que oui, effectivement, si elle avait répondu autre chose, il se serait passé autre chose. Maintenant, pourquoi ça s'est fait comme ça? Je sais pas. Je vois pas ce que ça aurait pu induire de répondre autre chose, comme je le dis. Donc je sais pas. Je sais pas vous, votre avis, n'hésitez pas justement à participer dans les commentaires. Je lis beaucoup vos remarques et puis finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, très intéressantes même, des choses que j'ai pas vues, des choses que j'ai peut-être mal comprises, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus. Et puis après justement, cette famille-là les invite, à boire un coup et puis tout le monde se bourre la gueule et puis c'est des images très drôles et tout ça. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses à relever de ces images-là. Je pense qu'il y a peut-être des trucs cachés encore une fois, mais je j'ai pas relevé 20 000 trucs. En tout cas, par contre, la scène qui vient après et qui était forte, ça revient sur ce que je parlais dans cette histoire de dualité entre 2 personnages qui étaient, on s'en doutait, présentes depuis un moment, mais qui là ressort davantage. La dualité entre Eren et Armin qui ressort étant donné que on le voit au cours de ce chapitre et même au cours des chapitres précédents. D'ailleurs, il y a un tweet de Senpai Review qu'il faut que je revienne dessus, faut pas que je l'oublie. On voit clairement au cours de ce chapitre que Armin, lui, restait dans l'optique d'une option pacifique, de pouvoir trouver, de faire la paix tout simplement, de pouvoir être en paix, libre et en paix avec tout le monde, c'est-à-dire pas se retrouver libre, mais avec du sang sur les mains et tout ça. Non, effectivement, Armin était sur la discussion, sur l'envie d'une solution diplomatique. Et Eren, bah, on sait très bien que ce n'est pas le cas, et Sig non plus, ce n'est pas le cas. Voilà, on connaît les ambitions des deux personnages. C'est pas anodin qu'on nous ait montré tout ça, cette manière de penser d'Armin, quand on sait maintenant ce qu'Eren a l'intention de faire, on comprend bien que les deux n'ont pas du tout ont le même objectif, on va dire, mais vont pas du tout l'atteindre de la même manière. C'est-à-dire, ils veulent obtenir la liberté et la paix des habitants de l'île du paradis, mais ils veulent le faire d'une manière complètement différente, une manière pacifique, et puis l'autre manière qui est d'exterminer tout le monde, a priori de ce qu'on en comprend de la part des reines. Et bon, voilà, c'est ce qui est effectivement montré. Et puis bon, il y a le point de vue de Sig également, qui a un point de vue assez particulier là-dessus. Et donc, pourquoi je revenais sur cette histoire de dualité? Parce que justement, eh bien, la solution qu'Armin va adopter paraît bien complexe, étant donné que là, ils se retrouvent, nos personnages, dans un lieu où se réunissent je sais plus, les défenseurs des Eldiens, enfin je sais plus quoi, une sorte d'association qui se réunit et qui est là pour prôner le fait que les Eldiens ne sont pas des monstres, en tout cas les Eldiens métis et les Eldiens qui se trouvent sur les autres contrées. Et donc, au vu de cette association, les personnages pensaient qu'il y avait peut-être moyen de trouver une solution de paix en allant discuter avec eux, en voyant leurs pensées, etc. On se rend compte très vite que bah, Armin va complètement déchanter parce qu'on se retrouve avec des personnages qui effectivement prônent le bien, enfin prônent le fait que les Eldiens ne sont pas des monstres, en tout cas ceux qui ne se trouvent pas sur l'île du paradis, mais ils dénoncent effectivement que leurs véritables ennemis et les véritables monstres sont les Eldiens insulaires. Et c'est là que tu comprends que tout s'effondre et à ce même moment-là, Eren s'enfuit et puis d'après les personnages, d'après Mikasa, le flashback, ils ne le reverront plus à partir de ce moment-là jusqu'à l'intervention sur Liberio et tout ce qui s'est passé avec les Tabers et tout ça. Donc, on voit que Eren savait qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'Armin continue de se battre pour une solution pacifique et je pense
que ça va être ça la grande dualité à la fin. Et puis on voit que le reste du monde n'est pas prêt à accepter que les Eldiens insulaires ne sont pas des monstres. Et puis, comme ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Donc effectivement, la négociation et la discussion de paix avec le reste du monde paraît impossible actuellement. Et c'est là que je reviens sur le tweet de Senpai Review qui faisait allusion au chapitre, dans les chapitres 80, je ne sais plus, mais justement là où Levi doit faire le choix entre réanimer, enfin transformer en titan Armin ou Erwin. Et on sait que le choix finalement de Levi s'est porté sur Armin, même si plus par obligation que par choix. Et ce qui était intéressant en fait, c'est que Senpai avait relevé que Eren à ce moment-là disait que celui qui allait sauver le monde, ce n'était pas Erwin, ce n'était pas Eren non plus, ce n'était pas lui, mais ce serait Armin. Et là, juste cette phrase-là, maintenant qu'on est à ce chapitre-là, ça a une importance de dingue, parce que ça voudrait dire tellement, tellement de choses, étant donné qu'effectivement, on se rend bien compte que Eren tente d'obtenir la liberté, tente d'apporter la liberté aux Eldiens insulaires et leur apporter la paix à sa manière, mais là, on voit avec ce potentiel foreshadowing que, à la base, en fait, ce serait Armin qui apporterait cette paix-là. Et ce serait cohérent, comme j'arrêtais pas de le répéter depuis mes premières reviews, de cette chose qui m'interpellait dans l'animé, le fait que la personne qui raconte l'histoire, le narrateur finalement, qui apparaît de temps en temps et qui nous conte ce qui peut se passer par moment, eh bien, c'est la seiyuu d'Armin. C'est la doubleuse d'Armin, si vous voulez, en français. Et je trouvais ça ultra intriguant. Pourquoi ce personnage-là ? Le choix n'était pas fait par hasard. Il avait une importance énorme, ce personnage. Et puis, là, on tend à comprendre de plus en plus que finalement, la fin, potentiellement, en tout cas d'après ce que Isayama nous glisse comme indice, mais ça se trouve, ça va être complètement autre chose, et j'adorerais que ce soit autre chose, et bien on va se retrouver avec une confrontation idéologique, mais peut-être pas qu'idéologique, peut-être qu'il y aura vraiment un affrontement, ça va se taper dessus, entre Armin et Eren. Chose qui paraissait peut-être impossible au début, parce qu'on les voyait tous les trois, le trio, depuis le départ, mais là, ça pourrait se terminer là-dessus, et ce serait vraiment, vraiment excellent, parce qu'il y avait des indices depuis le départ, et on s'en doutait pas du tout. Et là, maintenant qu'on a les choses devant les yeux, ça paraît beaucoup plus clair. Bon, et puis on arrive à la fin de ce flashback, et donc on retourne avec l'ensemble de nos personnages qui sont justement sur l'île du paradis en train de s'affronter. Et puis, là, on a les phrases de Mikasa qui se dit que ça aurait peut-être été différent si elle avait répondu autrement, etc., etc. Et on voit finalement donc l'ensemble des titans colossaux des murs qui se trouvent ici. Et puis, Eren, qui est une sorte de colonne vertébrale géante, qui a une forme qui ressemble énormément au parasite qui a infecté Ymir. Donc bon, voilà, je pense que c'est... Bon, ça a plus ou moins une certaine logique. Mais donc, c'est juste, tu vois, cette forme énorme, dégueulasse, et puis tous les titans colossaux qui sont autour. On est enfin face au grand terrassement. Et c'est là, effectivement, qu'on voit également la détresse d'Armin. Enfin, au début, non, on a l'impression que il est content et qu'il se dit, effectivement, Eren a eu le pouvoir de l'originel, il est en train de déclencher le grand terrassement pour vaincre la coalition Mar, et que finalement, on va enfin être tranquille. Et puis il se rend compte très vite que Eren n'a pas que cette intention, étant donné qu'il n'a pas brisé qu'un seul des murs qui aurait complètement suffi, mais a brisé l'ensemble des murs et donc a libéré l'ensemble des titans colossaux. Et que la cible ne peut pas être juste la coalition Mar, mais reste le monde entier. Et là, c'est ultra puissant ce qui se passe ensuite, puisque au moment où Armin arrive à cette conclusion, paf, il se retrouve téléporté au niveau de l'axe. Puis ils entendent la voix d'Eren qui s'adresse au peuple d'Ymir, donc à l'ensemble des Eldiens. Il peut les contacter grâce au pouvoir du titan originel, comme il le dit. Et dit tout simplement qu'il a rompu les murs, que les titans qui se trouvaient dedans sont en marche pour le reste du monde, et que son objectif à lui reste de défendre l'endroit où il est né, où il a grandi, et donc défendre toutes les personnes qui s'y trouvent. Et puis il sort une phrase très très forte en disant que selon lui, oui, je dis selon lui parce que Armin espère une solution pacifique, mais Eren dit que la haine envers les Eldiens insulaires est tellement ancrée à l'étranger que le seul moyen de la calmer serait d'exterminer l'ensemble des Eldiens de l'île. Et puis on voit Eren avec cette tête dans l'image finale qui est, je sais pas, surprenante. C'est fou en fait. J'arrive pas à comprendre cette transformation physique. Bon, on savait qu'il avait la tête arrachée, mais que là, ouais, c'est plus le Eren du début, c'est effectivement le sauveur ou le tueur de tout le monde. Mais voilà, moi, ce que j'ai trouvé excellent, je ne sais pas vous, mais ce que je trouve excellent et ce que j'ai trouvé excellent dans ce chapitre, c'est cette dualité entre deux personnages plus ou moins principaux, c'est-à-dire que Armin reste un des personnages principaux,
Et puis, on voit le fait que depuis le départ, ils sont toujours ensemble, ils se sont toujours aidés, que Eren a toujours suivi les conseils d'Armin, mais qu'à la finalité, ils ont le même objectif, mais qu'ils ne vont pas du tout emprunter la même solution. Que Armin est là pour la solution pacifique, et puis Eren est là pour la grande destruction et l'annihilation de tout le reste du monde. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce que la question que je me pose actuellement, c'est que effectivement, que va faire Armin? Parce que bon, même Mikasa, que va faire Mikasa? Parce que je pense qu'elle n'est pas pour non plus. Elle va peut-être terrassée entre son envie d'aider Eren, mais aussi d'aider Armin et tout. Comment ça va se passer? Voilà. Bon, est-ce que son sang d'Ackerman va faire qu'elle va défendre Eren? Je ne sais pas. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment de voir la suite et de voir comment tout ça va s'agencer, comment Armin va réagir et comment tous les autres vont réagir. Moi, je pense plus à vraiment Armin en fait, parce que oui, c'est lui qui va être au cœur de l'histoire, c'est lui qui va être au cœur de cet affrontement. Je pense. Ah, c'est comme ça qu'on nous le montre, mais ça se trouve, ça va être complètement autre chose. Mais c'est ce que j'aimerais voir maintenant. Maintenant qu'on m'a teasé ça, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir comment tout va s'agencer pour la confrontation entre nos deux personnages. Donc voilà. Je ne sais pas vous ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Effectivement, on arrive vers la fin du manga et puis bah, tout s'accélère, tout s'agence pour, je pense, nous donner une fin qui va encore nous surprendre, ça c'est certain. De quelle manière, je ne sais pas. Mais bon, plein de choses se rejoignent par rapport à ce qu'on avait pu entendre. Par exemple, je sais qu'il y avait une exposition sur l'attaque des Titans et que il y avait une exposition de ce qui se passera à la fin du manga, enfin de manière sonore, c'est-à-dire qu'on entendait ce qui allait se passer à la fin du manga, donc on entendait un brouhaha pas possible, donc on supposait que bah, là c'était potentiellement le grand terrassement, et on entendait à un moment Armin qui gueulait Eren. Voilà, est-ce que ça, c'est pas un sens caché, enfin c'est pas caché, c'est carrément montré. On veut nous montrer que Armin va avoir son impact. C'est la seule voix qu'on entend, en tout cas, la seule personne qui interpelle Eren à ce moment-là. Donc voilà. Je pense que d'ailleurs, la manière, en fait, le son qu'on a entendu, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, je vous invite à vous référer à d'autres vidéos qui en parlent ou même voilà, à aller chercher par vous-même. Mais effectivement, il y avait une exposition de l'attaque des Titans où il y avait l'exposition de la scène de fin mais de manière sonore, donc on n'avait que les sons, et je me demande si ces sons là n'étaient pas le point de vue d'Eren au moment où la fin va arriver, c'est à dire que les sons ont l'air un peu étouffés, donc comme si Eren était dans son titan, il n'entendait pas super bien, mais qu'on entend un brouhaha pas possible, des trucs qui s'effondrent et tout ça, et puis t'entends Armin qui gueule Eren à ce moment là. Je pense effectivement que voilà, Armin va avoir son importance. Comment va-t-il intervenir réellement? Comment va-t-il faire? Soit pour contrer Eren, soit finalement ne pas le contrer. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis impatient de découvrir la suite. Sur ce, écoutez, j'ai assez parlé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour ceux qui suivent que les reviews de l'attaque des Titans le mois prochain. Et pour les autres, eh bien écoutez, je sortirai une vidéo dès que possible. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Science Podcast qui va bientôt démarrer, dans laquelle on va vous proposer des podcasts sur la science en général, la technologie, des trucs qui nous intéressent énormément avec Adrien qui était présent dans la dernière vidéo. Donc voilà, je vous en reparle pas plus. Je teaserai de temps en temps quand on sortira une vidéo, mais voilà, c'est tout. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite.